Toutes et à tous, très heureux de retrouver pour cette grande édition du journal de 20h sur la RTNC. Et dans le titre ce soir, la ville de Munich, au cœur de la sécurité mondiale. Les sujets sur les enjeux géopolitiques et stratégiques au centre des échanges entre chefs d'État, membres du gouvernement, organisations internationales et organisations non gouvernementales. La RDC présente à ces grands rendez-vous. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a eu des rencontres de haut niveau autour de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. On fait le point dans ce journal. Deuxième jour du procès Rwanda-RDC à la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. Le Rwanda a tenté les forcings pour pousser la Cour à se déclarer incompétente. Argument aussitôt rejeté par la partie congolaise. Nous irons à Arusha pour en savoir un peu plus. La RDC ne regorge pas des minorités ethniques menacées, contrairement à l'argument avancé par Kigali. Et dans cette mosaïque ethnique, on retrouve la communauté Banyamulenge qui apporte du reste son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous au foyer de tension à la surface plutôt du globe. On en parle à la conférence sur la sécurité à Munich en Allemagne. De l'Ukraine à Gaza, du Soudan à la République démocratique du Congo en proie à une guerre d'agression, tout a été passé au peine fin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à ces rendez-vous. Des échanges en bilatéral ont eu lieu, les cas avec l'envoyé spécial du président américain en charge des missions spécifiques, Richard Krenel, sur la situation préoccupante dans la région des Grands Lacs. On va y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. À la Chambre haute du Parlement, c'est une session extraordinaire qui s'est tenue dans un contexte sécuritaire préoccupant et qui referme ses portes. Des propositions ont été faites par rapport à la guerre d'agression. On en parle avec Janine Kalinga. Suivez. À la clôture de cette session extraordinaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Konde Kyenge, a rappelé le contexte ayant concouru à la convocation de cette session marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. En cette période critique, les commissions permanentes qui sont des nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations de l'UE. L'appel à la mobilisation générale, la résistance d'unité lancée par son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a toujours resté présente. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundianza, est revenue sur la matière abordée au cours de cette session. Les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle elle est engagée présentement. C'est vrai, à l'appel du chef de l'État, nous avons eu l'Assemblée nationale et le Sénat à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est. Les sénateurs sont de nouveau renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. La RDC n'a pas de minorité ethnique. Les Banyamulenge, une communauté comme les autres dans cette grande mosaïque, reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, la dite communauté a réaffirmé son attachement à la patrie et à son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bobo Anad Mokonzi pour les détails. Face à l'affairisme et à la mission suicidaire de l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'Union reste la seule force pour vaincre cette énième provocation de Paul Kagame. L'entrée des rebelles du M23 et des forces rwandaises dans la ville de Goma a suscité des indignations au sein des différentes communautés
qui composent la population congolaise, non sans épargner la communauté Banyamulenge. Ce jeudi, une délégation de cette grande communauté vivant dans l'est de la RDC a eu le privilège de rencontrer le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix et sécurité dans la zone occupée par l'armée rwandaise et ses alliés, le M23 AFC. Pour les représentants de cette grande communauté, tous les Congolais doivent signer pour bannir cette occupation qui a longtemps duré dans cette zone, mettant ainsi en mal l'unité du peuple congolais. Une façon pour elle de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Participons à tout ce que nous devons faire pour essayer de défendre notre pays pendant son agression que nous subissons aujourd'hui. Nous avons nos compatriotes, les militaires, qui tombent sur les champs de bataille, armes à main, contre l'agression, le M23. Le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a rassurés, il va mettre un effort pour essayer d'apporter un changement. Très attentif, Maître Jekme Chabani les a apaisés davantage sur les mesures déjà prises pour la sécurisation de la population. L'argument a tenu le temps d'une bougie. Les Rwandais cherchant à s'échapper de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple Arusha en Tanzanie dans le procès qui l'oppose à la République démocratique du Congo sur les crimes de guerre commis en RDC. Les collectifs des avocats rwandais ont poussé la Cour à se déclarer incompétente, argument aussitôt balayé d'un revers de la main par les avocats de la RDC. Le contenu de cette nouvelle audience avec Rodé Panda. Suivez. Cette audience était consacrée au débat sur la recevabilité de la requête introduite par Kinshasa contre Kigali de Paul Kagame, à l'instar de la séance précédente qui était réservée à l'examen sur la compétence de la Cour. La défense du Rwanda a plaidé pour l'irrecevabilité de la requête. Le Rwanda a prétendu que la Cour n'est pas compétente et que la requête de la République démocratique du Congo doit être déclarée irrecevable. Et parmi les raisons avancées, ils disent que les victimes, s'il y en a en RDC, devaient s'adresser aux juges rwandais au Rwanda. Ils disent aussi que s'il y avait des droits de l'homme violés, mais parce que ça s'est passé en RDC, ce n'est pas normal, ça devait se passer au Rwanda. Et pour toutes ces raisons, ils prétendent que la Cour doit se déclarer incompétente. Nos avocats ont balayé tous ces arguments et ont démontré que ça risque d'être un incident vraiment fâcheux si la Cour ne se déclarait pas compétente et la requête de la RDC irrecevable. La Cour a accordé un délai de 8 jours aux deux parties à partir de ce jeudi pour reposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle ne rende sa décision. L'effort est collectif, la mobilisation, elle est générale. Eh bien, la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo au front. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Suivez. La mobilisation tous azimuts prônée par le président de la République n'a pas laissé indifférent le réseau des femmes mandataires publiques. Ces dernières, comme un seul homme, ont décidé de venir en aide aux vaillants soldats de forces armées congolaises et aux combattants Wazalendo. Elles ont d'abord répondu à l'appel du ministre de la Santé publique pour un don de sang destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième geste a constitué à la contribution en faveur de la population de l'Est, des FARDC et des Wazalendo, soumis aux affres de la guerre. L'argent ainsi récolté a été versé dans un compte ouvert pour les FARDC et les Wazalendo à la CADECO, la Caisse d'épargne du Congo.
La CADECO a été choisie pour sa notoriété au niveau national. Les femmes mandataires ont voulu par ce geste inciter toute la population à poser le même geste pour soulager tant soit peu les souffrances endurées par la population, les forces armées de la RDC et les Wazalendo à l'est du pays, ce à cause de l'agression rwandaise. Une délégation des femmes mandataires composée des mesdames Maleka, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Francine Tchabantou, directrice administrative et financière à la Caisse nationale de péréquation, Kilolo Deo Gracias, administrateur au FOGEC, et Hélène Gakourou, directrice générale au FOGEC. Cette délégation a représenté les femmes mandataires publiques. A noté également la présence du DG de la CADECO et du rapporteur des Wazalendo. Même exercice au fonds de promotion de l'industrie où une collecte de fonds a été lancée, nous dit Alain Bikaï. Suivez. Cette initiative intervient au sein du FPI quelques jours après la réunion entre les ministres de l'Industrie, Louatoum Kabamba et les différents services sous sa tutelle. Ayant apprécié l'idée du ministre, le directeur général l'a répercuté auprès du personnel de son entreprise. Cette contribution volontaire, je peux dire qu'elle est aussi incitative parce que nous devrions en tout cas partager nos problèmes, nos difficultés avec ceux qui sont à l'Est. Il faut que nous puissions les aider. Et j'inviterai tout le monde à participer à cette action. Il faut noter que cette contribution n'est pas obligatoire, mais volontaire. Elle vise à donner les souffles aux FARDC et un offre de soulagement à la population du Kivu qui subit les atrocités de la guerre depuis 30 ans. Prêchant par l'exemple, le directeur général Bertin Moudimou et la directrice générale adjointe Diana Bassia Lalandou ont donné des contributions importantes. Ils ont été suivis par les directeurs et d'autres agents. La campagne lancée le jeudi 13 février devrait s'étendre jusqu'au 4 mars prochain. C'est pour permettre aux agents et cadres qui n'ont pas contribué sur les champs de le faire prochainement. Les fonds de promotion de l'industrie répondent ainsi favorablement à l'appel du gouvernement de soutenir l'effort de guerre. L'on est en alerte également de forces de sécurité. Le commandant adjoint de la 22e région militaire en charge des opérations était en itinérance à Kasenga dans le Haut-Katanga. Les comptes rendus dans ces commentaires d'Edi Chala. Pour assurer la sécurité dans le Haut-Katanga et anticiper sur toute menace à la paix, le commandant adjoint de la 22e région militaire en charge des opérations et du renseignement, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, a effectué une mission d'évaluation sécuritaire dans le territoire de Kasenga, précisément au parc de Kondelungu. Dans ses activités, le général, soutenant la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a exhorté les militaires trouvés sur les différents postes de multiplier la vigilance, de travailler à la cohésion nationale et d'éviter de se confier aux réseaux sociaux pour ne pas tomber dans la psychose de la guerre psychologique planifiée par l'ennemi. Pendant son séjour dans cette zone, il a rencontré et échangé avec l'administrateur du territoire de Kasenga, le conservateur du parc national de Kondelungu et les différents commandants des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Dans l'ensemble, il rassure à la population que la situation sécuritaire est calme dans cette partie de la province du Haut-Katanga. À présent, la situation de la femme et de la jeune fille en temps de guerre. Eh bien, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, porte ces sujets à cœur. Elle s'est associée à l'organisation Leading Ladies pour venir en aide aux victimes de la guerre d'agression. On en parle encore une fois avec Edi Chala. Au cours de ces échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et la représentante mondiale des Leading Ladies of Africa, Slodi Zodo Mogani, la protection des femmes, de la jeune fille et des enfants a pris une part essentielle. Madame Slodi Zodo Mogani a dit à la ministre sa détermination à apporter son assistance aux femmes et enfants
vivant dans les conditions inhumaines. Par rapport aux événements qui se sont déroulés ou qui continuent à se dérouler à Goma ces dernières semaines, étant la représentante de cette organisation mondiale qui se bat pour les intérêts des femmes et des enfants démunis, elle ne pouvait pas rester silencieuse et absente. Alors elle a choisi de venir s'enquérir de la situation de ces victimes de guerre à Goma personnellement et n'a pas trouvé meilleur endroit que d'aller s'enquérir de cette situation auprès de la ministre du Social, Mme Aziza Mounana, qui a été capable de la rééduquer sur la situation interne et de lui donner la vision du chef de l'État et la continuité. Donc, elle en est satisfaite. Leading Ladies of Africa est une organisation mondiale de défense des droits des femmes dans leur autonomisation avec comme partenaire privilégié les pays du BRICS. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne cesse de plaider pour la création d'un corridor humanitaire pour venir en aide aux déplacés des guerres dans le Grand Kivu. Les recrutements au sein de l'administration publique doivent tenir compte de compétences. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé l'arrêté portant mise en place d'un cadre organique du ministère de la Justice. Nadine Kilocho et Moke Maluma nous en disent un peu plus. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 13 février 2025 à la signature de l'arrêté portant cadre organique du ministère de la Justice. L'administration, c'est le pivot de l'État, c'est le socle d'une nation. Donc on ne peut pas là prendre tout et n'importe qui. De façon compétitive aussi, parce qu'il fallait ici démocratiser un peu l'accès aux fonctions publiques et faire en sorte que ça ne soit pas l'apanage d'une poignée de personnes, que ça ne soit pas le privilège accordé aux enfants d'eux, aux nièces, aux neveux d'eux, mais que tous les jeunes de la République puissent avoir une chance, mais sur base de critères objectifs, sur base notamment de la méritocratie. Pour le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, la signature de cet arrêté est une étape importante pour l'administration judiciaire après la tenue des États généraux de la justice. Nous avons également dans ce nouveau cadre déterminé de manière claire et spécifique les tâches, attributions de l'agent public de l'État affecté au niveau de la justice, mais également défini tout le reste de cadre de travail. Ce nouveau cadre organique devra constituer une nouvelle boussole de la modernisation de l'administration judiciaire en République démocratique du Congo. Ainsi disposer des atouts devant favoriser la réglementation de services au sein de cette administration, pilier dans le processus de développement d'une nation. La digitalisation de la paie des enseignants, c'est désormais un processus abouti. L'objectif est de mettre fin à la fraude et arriver dans une certaine mesure à maîtriser les effectifs. Lucie Lavici-Senda pour les détails. Comment digitaliser le système de gestion de l'information et de l'administration de la paie de l'enseignant congolais? La question est traitée dans un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale à travers la DINACOPE. Paycode, cette société implantée à Kinshasa et à travers le monde, spécialisée dans le secteur numérique, technologique et imprimante en partenariat avec Advanced Tech, est la solution à ce problème afin d'améliorer l'identification des enseignants et élèves congolais. Nous sommes là aujourd'hui invités par le ministère pour venir expliquer quels sont les outils que nous avons pour qu'ils puissent en fait les intéresser et les accompagner dans leur objectif de digitalisation. Et nous avons les outils biométriques, d'identification biométrique et de paiement basé sur la biométrie. On est intégré avec tous les systèmes du pays pour pouvoir en fait faciliter les paiements, que ce soit dans les centres urbains qu'à l'intérieur du pays. Ce système va donc permettre, selon le directeur des suivis paie de la DINACOPE, d'avoir un système informatique stable et efficace. Sur instruction de son Excellence Madame Lamineta, la ministre de l'Éducation, et avec l'accompagnement du directeur national de la DINACOPE, il a été demandé à ce que tous les experts de la direction du système d'information et quelques experts du cabinet puissent regarder de plus près le système d'information de la DINACOPE, essayer de relever les faiblesses et proposer des pistes de solutions en termes d'amélioration. Ces travaux qui se poursuivent en présence du directeur chef des services de la DINACOPE, Boniface Mbaka, doivent proposer des améliorations par rapport à ce qui existe déjà.
L'opération concerne les écoles un peu partout dans le pays, mais aussi les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit de pas une école sans bancs. Eh bien, les services nationaux viennent de remettre un nouveau lot de bancs, cette fois à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Images et commentaires. Avec ces lots de bancs qui se succèdent, Kinshasa, du moins, ces écoles et établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne connaîtront plus les difficultés liées au manque criant des sièges. Le service national a comblé ses déficits avec l'opération Pas une seule école sans banc. Nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les convois entrent à la grande porte sous les regards émerveillés du corps académique et les étudiants. Je voudrais que nous puissions vivement dire merci au lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik et à ses collaborateurs et sont en train de bien accomplir leur mission. La machine a été donc lancée et le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, tient au respect des instructions du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de résoudre une question importante, d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles ainsi que dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Il faut déjà faire les calculs. Combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de places assises nous avons offertes. Et donc si vous faites une projection à cette allure, vous comprendrez vite que d'ici 2 ans, nous allons résoudre cette question sur l'ensemble du territoire. Cette opération de haute portée sociale est un levier essentiel pour consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement en RDC. Des assises pour établir l'équilibre et l'importance de l'accès des entreprises de la sous-traitance dans les systèmes du groupe Glencore. Eh bien, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal-Katembe, a pris part à ces séminaires. On en parle dans ses commentaires. Face aux difficultés criantes de sous-traitants congolais à intégrer le système de certaines sociétés principales, Miguel Kachal-Katembe n'est pas resté sourd à leur appel. Il a répondu avec détermination, apportant des solutions concrètes pour rétablir l'équilibre et garantir l'application de la loi sur la sous-traitance. C'est à ce titre que le numéro 1 de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, a tenu à participer personnellement au séminaire de change entre les entreprises principales du groupe Glencore et ses sous-traitants. Prenant la parole, le patron de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, a soulevé l'importance de l'accès des entreprises sous-traitantes dans le système du groupe Glencore. Parmi des discussions ou des résolutions que nous avons eues déjà avec Glencore, c'est que nous allons continuer de les envoyer, les entreprises, afin qu'ils les mettent dans leur système. Non pas pour dire donner les marchés, non. Les aider à avoir les vendeurs codes ou les numéros fournisseurs. Parce qu'il faut savoir que l'objectif du chef de l'État n'est pas ce que vous restez des sous-traitants éternels. Les entrepreneurs locaux n'ont pas caché leur joie. Grâce au suivi, n'est-ce pas, du directeur de l'ARSP, les Congolais ont accès à plus de marchés actuellement. Mais là, on se sent vraiment soutenu par l'autorité de la République en ce domaine. Et cela nous encourage à encore travailler. Avec cette initiative, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé réaffirme son rôle de garant de l'application de la loi sur la sous-traitance pour consolider la vision du chef de l'État dans le développement de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, Rome, en Italie, accueille les assises du Conseil de gouverneurs du FIDA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a représenté la République démocratique du Congo. Marie Kalong. La 48e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole cherche à savoir comment catalyser l'investissement au premier kilomètre. Les ministres de l'agriculture, professionnels du développement, spécialistes de l'innovation, ainsi que les petits producteurs du monde se penchent sur l'importance de l'action du FIDA dans les zones rurales considérées comme premier kilomètre où les petits producteurs agricoles cultivent pour nourrir la population. Le gouverneur pays de la RDC à ses assises, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a saisi l'occasion de présenter la situation des zones rurales de la partie est de la RDC. Nous voulons la paix. Nous voulons que le monde entier aide à ce que le Rwanda puisse revenir à la raison.
On tire les femmes, on vole le cacao, on vole le café, on vole même le maïs. C'est le représentant du directeur pays de la RDC au FIDA, Wali Diouf, qui avait informé le ministre d'État Moutchaïl de la tenue de cette importante réunion internationale. C'est un événement qui se passe une fois dans l'année au niveau du FIDA, lequel tous les gouverneurs, les ministres de l'agriculture de tous les pays dans lesquels le FIDA intervient sont conviés effectivement à des débats stratégiques. Investir dans les zones rurales est une source de croissance et de stabilité, soulignent les différents dirigeants du monde à cette 48e session du Conseil des gouverneurs du FIDA. Le ministre d'État Moutchaïl a indiqué que les portes de la RDC sont ouvertes à tous les investisseurs et ce, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une politique fiscale efficace et qui s'adapte au contexte économique. Le forum d'IRC Tax Masolo sera évidemment ce cadre qui va regrouper experts en matière fiscale et monde des affaires. Annonce faite par le directeur général de cette plateforme, Luison Kiyombo, Yvette Makuntima et Junior Bonyemo ont signé ces reportages. Suivez. La politique fiscale, facteur déterminant d'une économie résiliente. Pour donner du contenu à cette assertion, c'est autour du thème « Pour une politique fiscale cohérente en République démocratique du Congo » que va se tenir au mois de mai 2025, soit du 20 au 21 mai à Kinshasa, le forum d'IRC Tax Masolo. Une édition qui va rassembler décideurs publics, entreprises, investisseurs et experts en matière fiscale pour discuter des enjeux clés du système fiscal congolais. Et dans un contexte de guerre, le fisc confirme son rôle de contribuer à l'effort des guerres. Le DRC Tax Masolo a pour objectif de mettre ensemble l'État, les administrations qui gèrent les impôts, les taxes, en face des opérateurs économiques et des experts pour discuter des moyens d'améliorer la gestion de la fiscalité du pays. Notre équipe qui donne des conseils en matière de gestion de la fiscalité, des impôts et des taxes qui se met en marche avec tout le réseau des experts KPMG au travers le monde. Le forum d'IRC Tax Masolo se présente ainsi comme une plateforme clé dans les réformes fiscales en RDC à travers la promotion d'une fiscalité plus juste et attractive pour garantir les investissements sur les territoires congolais. L'église Kimbanguiste, depuis la cité sainte des Kamba, appelle à la paix dans la partie est du pays. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Timonga, a assisté à un culte spécial. Jojon Dibou pour les détails. 12 février 1914, 12 février 2025, l'église kimbanguiste célèbre le 111e anniversaire de naissance de sa grandeur. Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, fils aîné de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou. Papa Kisolokele, premier volontaire de l'église kimbanguiste depuis l'époque de la Première Guerre mondiale, en combat d'un culte présidé par le chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste, papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a plaidé pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel fut ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le tout premier directeur général de l'INPP, d'où la présence d'un invité de marque, Godefroy Stanislas Chimonga Wamutwabo, actuel directeur général de l'INPP, qui a été reçu tour à tour par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et aussi par le conseiller spirituel du chef spirituel de l'église kimbanguiste avant le culte organisé qui a permis au directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, de vanter dans son allocution le mérite de son prédécesseur, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, initiateur de l'INPP. Juste après, les invités ont assisté à un défilé monstre en présence du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les jours suivants, la délégation conduite par le directeur général de l'INPP a visité le musée Papa Simon Kimbangu ainsi que le mausolée et la cité d'Nkomba, Nouvelle-Jérusalem.
Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h sous la RTNC. Merci de l'avoir suivi depuis la ville des Bénis, dans le Nord Kivu. Et pour ceux qui sont en couple, passez une bonne fête de la Saint-Valentin. Mais ne quittez pas vos fauteuils. À suivre, juste après ce journal, un message important du gouverneur de la ville de Kinshasa sur ces mêmes plateaux de la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir chez vous.